Geneviève Billette, reprenons un petit peu. Donc, on a l'impression que très tôt, le CEAD a été très important dans votre carrière d'auteur. Vous sortez de l'École nationale de théâtre en 98 et déjà, cette année-là, première lecture publique pour votre pièce Crime contre l'humanité. Alors, comment ça s'est vécu à ce moment-là, tout ça? Ben, ça a été assez, je dirais, une surprise. C'est-à-dire que je revenais, tout ça s'est passé en une journée. Je revenais mon copain venait me chercher à l'aéroport. Je revenais de Paris parce que j'avais assisté une mise en lecture parisienne de Crimes contre l'humanité et j'étais revenue en larmes. J'avais trouvé ça épouvantable. J'avais perdu toute confiance en cette pièce-là. Il l'avait jouée, c'est une écriture, je m'étendrai pas, mais dont la théâtralité est assez exacerbé avec un grand ludisme et il le jouait comme si il laissait flotter des mots comme si c'était du Duras. Mais bon, les mots de cette pièce-là, ça tombe à pic si on essaie de les laisser flotter dans les airs. Et ça avait donné quelque chose de très, très plat et de très, très fade. Mais bon, je ne suis pas restée dans les pleurs et je me suis dit, ben quand même, ça m'a valu un voyage à Paris. Je la mets dans mon tiroir, c'est ma première pièce et tout va très bien. Je mets le pied à la maison. Diane Pavlovic, qui était alors conseillère dramaturgique au CEAD, m'appelle pour me proposer une mise en lecture de la même pièce. Alors là, je lui dis, ben non, non, ça va pas du tout. Je l'ai entendu, ma pièce, là, non, 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 c'est impossible. Puis là, elle dit, calme-toi, défais tes valises, pense-y un peu. Puis elle avait déjà fait lire la pièce à Claude Poisson. Donc finalement, tout le boulot d'entremetteuse était déjà fait. J'ai accepté. Donc, je rencontrais pour la première fois Claude Poisson aussi, qui a été quelqu'un d'important pour moi. Et ben voilà. Et alors, on est allé à la semaine de la dramaturgie. Il y a eu la mise en lecture et franchement, ça avait plus de rondeur et plus de coffre. Et finalement, ben, ça a débouché sur une production. Et vous dites le rôle d'entremetteuse avait déjà été joué par le CEAD. Est-ce que pour vous, c'est ça la définition de la mission du CEAD? Non, pas du tout. D'être passeur, entremetteur, intermédiaire, d'avoir... Oui, quand je dis pas du tout, pas exclusivement, bien sûr, mais avant tout aussi, c'est un regard, pour ma part, dans un premier temps, à titre d'auteur, parce que le CEAD m'apporte, les conseillers dramaturgiques, c'est vraiment un premier regard. C'est le premier regard d'un lecteur exigeant, qui connaît nos questions, qui connaît notre parcours. Et ça, c'est on ne peut plus précieux pour, à un moment donné, prendre du recul. Et dans un deuxième temps, quand la pièce existe, oui, je pense aussi que ça peut être que leur conseil, c'est-à-dire d'associer des démarches artistiques entre metteurs en scène et auteurs, ou même des fois d'avoir la bonne idée de penser au bon comédien ou à la bonne comédienne, en fait, de trouver l'espèce de bougie d'allumage qui va faire en sorte qu'il y a peut-être une production que les gens vont désirer. Oui, mais le regard de lecteur est précieux aussi. Alors, depuis cette première lecture publique en 98, vous avez utilisé, je dirais, d'autres ressources du CEAD. Vous avez profité des semaines de la dramaturgie, mais de tournées en Europe, du Salon du livre, de résidences. Racontez-moi un petit peu comment ça a accompagné votre démarche créatrice depuis 6 ans maintenant. Mais je dirais que le deuxième événement, ça a été... c'était en 99. Le Québec, alors, était l'invité d'honneur au Salon du livre de Paris. Et le CEAD, avec l'OFQJ, avait organisé une espèce de tournée. C'est-à-dire que c'était la tournée des jeunes dramaturgies. Ils avaient choisi 5 ou 6 jeunes dramaturges et ils avaient monté une lecture, mais faite d'extraits de pièces. Et ils nous avaient invités, les dramaturges, à voyager avec la troupe de comédiens québécois qui lisaient dans différents endroits, pas nécessairement des théâtres traditionnels, dans différents endroits, nos pièces. Ben, pour moi, c'était un contact avec un premier contact professionnel avec les artistes. On parle de 3 mois plus tard, après la première lecture. Là, je terminais tout juste l'école. Et des échanges, un premier aperçu de la France, je dirais. Puis aussi la possibilité de parler avec différents auteurs, différents comédiens. Donc ça, c'était très joyeux, je vous dirais. Et par la suite, en fait, principalement, c'est... via le CEAD, je me suis intéressée à la traduction de textes mexicains. J'ai signé 2 traductions et c'était l'initiative du CEAD, dans le cadre de projets d'échange avec des partenaires mexicains. Pourquoi cet intérêt pour la traduction? Je dirais que, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est bon, j'avais appris l'espagnol et tout ça, mais je dirais que mon intérêt premier, c'est, pour moi, c'est la... Bon,
d'un point de vue de responsabilité, je trouve ça magnifique de justement, là, à mon tour, jouer le rôle de passeur. C'est-à-dire de... les deux textes que j'ai traduits, pour moi, étaient vraiment de très bons textes. En fait, j'y voyais de grande qualité, puis il y avait des endroits où ils me faisaient vibrer. Je pense que que je les recevais bien et de devoir construire un système pour faire en sorte que le public au Québec les reçoive tout aussi bien. Ben, je sais pas, c'est de faire découvrir une œuvre, c'est de choisir les bonnes nuances, les bonnes tonalités pour qu'elle puisse retentir, mais vraiment avec son son à elle. Moi, je sais pas. Et on parle d'auteurs vivants, hein, puis on parle pas d'auteurs qui ont été joués sur Broadway et tout ça. C'est de la dramaturgie contemporaine qui se compare à ce qu'on entend ici cette semaine, pendant la semaine de la dramaturgie. Ben, c'est vraiment de découvrir, de passer. C'est très bien. Et je dirais que pour mon métier d'écrivain, mais c'est du pur plaisir. C'est-à-dire que là, on n'a plus à se casser la tête, à s'ouvrir les tripes, à mettre au monde un univers, ce qui est pour moi la partie la plus difficile de l'écriture. Là, c'est vraiment le plaisir des mots, c'est-à-dire que la partition est là. C'est vraiment de se concentrer sur la langue. Et ben, pour moi, ça a toujours été du bonbon. C'est vraiment là c'est comme si j'avais, en faisant un boulot très, très important, c'est comme si j'avais la possibilité, en plus, moi, comme écrivain, de faire des gammes et d'aller dans des registres où, naturellement, je ne serais pas nécessairement allée également. C'est intéressant parce qu'on a parlé déjà depuis avec d'autres auteurs de l'importance qui s'est révélée assez vite dans les années 80 que le CEAD collabore à la traduction de théâtre québécois en anglais surtout pour avoir une diffusion évidemment au-delà des frontières et pour mieux faire vivre les auteurs. Est-ce que le CEAD en est rendu maintenant à rendre la monnaie de la pièce, c'est-à-dire à traduire pour le public d'ici du théâtre d'ailleurs? Est-ce que vous le voyez comme ça, là, que l'échange peut devenir un peu plus bilatéral entre... Ben, moi, je pense que ça serait important. Pardon. Oui, je pense que ce serait important, que c'est important, ce mouvement qui est initié par le CEAD, c'est-à-dire de pas seulement s'assurer que les textes québécois soient traduits, mais l'inverse aussi, qu'eux initient des projets de traduction pour nous faire découvrir. Je pense que le CEAD et la dramaturgie québécoise est assez solide, a une assez grande maturité pour pas du tout se sentir menacé par les écritures d'ailleurs. Et moi, je souhaite que les traductions se multiplient, et pas seulement les textes qui viennent, disons, des pays anglo-saxons. Le Mexique en est un bon exemple, et je dirais même qu'au Mexique, je trouve qu'il y a une grande parenté artistique avec il n'y a pas de pensée unique, bien sûr, mais il y a quand même, il y a une fantaisie, il y a un plaisir de la scène, il y a un plaisir d'écrire des personnages, mais vraiment, je dirais pas du théâtre d'acteurs, mais des bons morceaux pour les acteurs qui trouvent une certaine parenté avec le théâtre d'ici. Donc oui, moi je pense que ce mouvement qui est déjà initié, c'est-à-dire de faire découvrir, est très, très important, et ça va nous enrichir, nous, comme auteurs, ça va enrichir le théâtre en général, la culture québécoise aussi, mais aussi comme auteur. Parce que justement, souvent, s'il n'y a pas des projets ou des initiatives comme ça, les textes qui nous parviennent sont des textes qui ont été joués à Londres, Paris, Broadway, des textes finalement auxquels on pourrait avoir accès assez facilement. Alors que les textes de nos collègues dans d'autres pays qui n'ont pas nécessairement le sceau de grand théâtre commercial et de succès planétaire, ben, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles à y avoir accès, à les découvrir. Et pour un auteur, ben, c'est bien de savoir qu'est-ce qui s'écrit ailleurs aussi, qu'est-ce que ses collègues d'ailleurs, c'est quoi les questions qui les obsèdent et leur recherche formelle aussi. Geneviève, est-ce que le fait de traduire, comme vous l'avez fait, des pièces d'auteurs mexicains auxquelles vous avez eu accès directement, alors que ce n'est pas des pièces qui avaient été jouées, vous le disiez, à Paris ou à Londres, qui n'avaient pas eu l'approbation des grands théâtres, est-ce que ça permet de trouver un peu plus de théâtre à risque, de théâtre d'avant-garde, d'avoir, c'est ça, accès à un théâtre qui se diffuserait peut-être pas aussi facilement? Ou... Bien sûr, en fait, j'ai un grand, grand respect pour les pièces qui connaissent un succès planétaire, mais c'est souvent justement des pièces plus consensuelles où peut-être le risque est moins grand, ou la recherche formelle, ou disons que peut-être que l'objet
l'objet a trouvé sa forme, sa maturité, mais peut-être que justement, il n'y a pas ce côté d'écriture qui rue dans les brancards. Je pense que moi, en tout cas, c'est une qualité que j'aime beaucoup au théâtre, non pas la perfection, mais quand on sent qu'il y a une vie, qu'il y a une bataille. Et oui, justement, par le CEAD, par exemple, quand ils organisent des échanges de traduction avec des partenaires, ils vont pas se contenter d'ouvrir le journal et regarder qu'est-ce qui est à l'affiche à Times Square. Au contraire, ils vont aller vers des organismes qui développent la nouvelle dramaturgie, qui sont à l'écoute de ces voix-là, qui sont constamment en recherche. Et c'est par le CEAD qu'on a l'occasion de les recevoir et de s'en enrichir. Donc, c'est important, cet aspect de recherche, d'audace, de créativité tout le temps dans le mandat du CEAD. En fait, si je réponds pour le CEAD, je vais dire que oui, parce que moi, c'est un de mes chevaux de bataille, c'est-à-dire que toute forme de théâtre a le droit d'exister. Et moi, comme spectatrice, je les trouve toutes délicieuses. Mais je pense qu'il faut justement protéger celle un peu qui est toujours, qui, disons, si on la soumettait simplement à la loi du marché, qui ne survivrait pas très longtemps, c'est-à-dire un théâtre de recherche où l'écriture formelle, ça ne veut pas dire du formalisme, mais qu'il y a une démarche formelle, qu'il y a un questionnement, un vrai geste d'écriture. Et bien sûr, mais ça, c'est pas à l'exclusion des autres formes de théâtre, mais j'ai l'impression que de façon responsable, il faut toujours essayer de protéger ce type d'écriture, oui. En 2003, vous êtes allée plus loin, vous vous êtes fait élire comme administratrice du CEAD. Pourquoi? Avec quel objectif en tête, justement? Sur le coup, j'ai pas beaucoup réfléchi. En fait, je n'avais pas d'agenda, ni ouvert, ni caché. Mais je me disais quand même, c'est un métier qui me tient à cœur. Et je connaissais le CEAD justement pour avoir bénéficié des services. Et tout simplement, je dirais que ma première réflexion, quand il y en a eu une, ça a été de dire, mais c'est une association d'auteurs. C'est très, très bien de soutirer des services, mais nous nourrissons-la aussi. Je pense que c'était important. Mais quand on rejoint un conseil d'administration, en tout cas pour ma part, ça prend peut-être quelques années à observer, ne serait-ce que le déroulement, à bien comprendre. Donc, j'étais assez observatrice quand je levais ma main de temps en temps. Et c'est au fil des années que là, je me suis dit, bon, je peux... Là, il y a des projets qui m'intéressent. Par exemple? Ben en fait, c'est plus... concrètement, je dirais, concrètement, les projets qui m'intéressent sont encore difficiles à définir comme tels. En fait, c'est la réflexion, parce qu'on en est qu'au stade de la réflexion, je ne veux pas précéder là où on en est rendu, mais de réfléchir à c'est quoi un auteur dramatique, à retrouver un certain respect pour cette profession-là, c'est-à-dire que c'est une profession aussi exigeante que celle d'acteur, qu'on peut parler qu'il y a des spécialistes, mais c'est c'est peu sexy de dire des spécialistes de l'écriture, mais quand même de se dire, de réfléchir à c'est quoi le parcours d'un écrivain, le rendre possible, de ne pas avoir peur de se prétendre auteur et auteur au long cours. En fait, plus précisément, c'est là-dessus que je réfléchis avec mes collègues, c'est comment rendre possible une carrière de dramaturge au Québec. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la carrière, il y ait des projets intéressants ici même pour rebondir, même si l'œuvre voyage, bien sûr, mais de s'assurer que, je dirais que s'assurer que les grands talents qu'on a n'arrêtent pas d'écrire à 40 ans, à 45 ans. Je trouve, on en a peut-être perdu quelques-uns en cours de route, mais de réfléchir à ce que ça ne soit pas le modèle éternel de la dramaturgie québécoise, c'est-à-dire de jeunes écrivains flamboyants qui disparaissent dans la brume par la suite. Donc, vraiment, c'est ça, de réfléchir sur un parcours possible de dramaturge au Québec, mais également de la place de l'auteur, de c'est quoi un auteur, c'est quoi sa place au sein du paysage théâtral, mais dans la société également. C'est une grande question. Le rôle de l'artiste dans la société, oui. C'est ça, et de l'auteur dramatique en particulier. Mais est-ce que vous trouvez que parmi les quelques 235 auteurs qui font partie maintenant du CEAD, il y a justement des générations différentes, mais qui pourraient mieux communiquer entre elles?
Est-ce qu'il y a une sorte de fossé générationnel maintenant à combler? Est-ce que ce serait l'un des défis des prochaines années? Je ne sais pas si elles communiquent, je ne sais pas si les différentes générations qui représentent, les générations d'auteurs qui représentent le CEAD communiquent mal entre elles. Je pense qu'elles communiquent peu et c'est la faute à personne. Et je pense que tous, de toute génération, on est en train de réfléchir justement à comment, pour nous, les plus jeunes, bénéficier de leur expérience, de leur expertise, ne serait-ce que de les rencontrer, de les entendre. Et pourquoi pas avoir des fois leur regard sur nos textes, mais bon, je vais pas jusque-là. Je parle vraiment juste d'un point de vue plus associatif, de rencontre. Mais il n'y a pas de... je ne sens aucune guerre d'esthétique ou aucune guerre de... Parce que justement, ma génération, on a déboulonné personne. On est arrivé très timide. On a pris toute la place, ceci dit. C'est vrai. Mais on n'est pas arrivé en disant, ça, c'est le théâtre des années 80-90, basta, nous, on n'en veut plus. Il n'y a pas eu de mouvement générationnel. Donc... on occupe beaucoup de terrain, mais il n'y a pas eu de confrontation. Du coup, la communication n'a jamais été interrompue, mais là, je pense que tous souhaitent. Mais justement, et en fait, pour moi, le manque, c'est beaucoup chez les écrivains chevronnés. C'est-à-dire que moi, c'est eux qui me manquent. C'est vraiment dans tout le paysage. Et aussi, moi, pour me projeter, de dire, mais c'est sérieux, là, moi, je voudrais écrire toute ma vie, mais comment ça se fait que des gens que je juge qui ont beaucoup plus de talent que moi, je ne les entends plus. Donc, c'est eux qui me manquent. Mm-hmm. Est-ce que ça vous inquiète de voir qu'ils ont un peu disparu de la scène ou sont devenus autre chose, ont cessé d'écrire, c'est ça? Comment vous pouvez l'expliquer, cette relative absence d'auteurs de 45, 50, 55 ans? C'est à ça que vous pensez? Oui, c'est sûr que chacun... Est-ce que c'est vraiment la difficulté du métier ou est-ce que le CEAD aurait dû les accompagner aussi? Ou comment vous mettez ça en rapport avec le travail du CEAD? C'est difficile d'expliquer la disparition, mais bon, c'est un mot un peu fort. Oui, des auteurs disons, je vais dire chevronnés, je n'aimerais pas d'âge parce que c'est un peu... C'est sûr que chacun, ceux qui ont disparu ou qui, disons, réapparaissent, mais de façon très intermittente, bon, ils ont sûrement chacun leur raison personnelle. Moi, je dirais qu'il y a une question que j'ai en tête, mais ça répond pas. Et puis, ça aurait l'air d'une accusation, mais ça ne l'est pas. Je réfléchis à haute voix. Je pense que la notion de quête artistique, de parcours, est quelque chose qui n'est pas très valorisé au Québec, à tout le moins dans le milieu théâtral. C'est-à-dire qu'on a on s'intéresse peu à l'œuvre d'un auteur dramatique comme étant chaque pièce faisant partie d'un parcours. Et il peut y avoir des pièces de tiroir, il peut y avoir des moins bonnes pièces, mais ce qui compte, c'est l'œuvre au final. C'est une fois que l'œuvre est déployée sur la durée, avec toutes les facettes, les nouvelles facettes que chaque œuvre comporte. Je sais pas, moi, si je pense à des romanciers que j'aime beaucoup, on est toujours attiré ou on a toujours un coup de foudre pour un roman dont tout le monde parle. Et quand le coup de foudre est vraiment très, très grand, c'est quoi notre premier réflexe? On a envie d'aller tout découvrir, même les écrits de jeunesse, même les écrits qui ont été publiés posthumes, c'est-à-dire que c'est l'œuvre, c'est extrêmement précieux qu'un être humain consacre sa vie à déployer son regard sur le monde. C'est-à-dire que, pour moi, c'est quelque chose d'unique. Et oui, il faut avoir cette curiosité-là. Et je ne la sens pas très présente au Québec. C'est-à-dire que, du point de vue... le regard qu'on porte sur les auteurs dramatiques, j'entends très, très peu, ou je lis très, très peu, même dans les papiers quand ils sont interviewés, les mots quête, œuvre reviennent très peu souvent. Donc, j'imagine que... à différents moments, on aurait besoin de ce regard-là, ou on aurait besoin, à tout le moins, d'inscrire son geste d'écriture dans ce schéma-là. Et peut-être que des fois, si on est seul à avoir cette conviction-là, que c'est difficile à poursuivre encore et toujours. Mais j'ai l'impression que c'est une partie de la réponse. En tout cas, c'est exactement le type de réflexion qui devrait pouvoir se faire à l'intérieur du CEAD. Oui. Au-delà du conseil d'administration. Bien sûr.
Est-ce que vous avez vous-même reçu en 2001 pour la pièce Le Pays des Genoux, le prix, la prime à la création du Fonds Gratien-Gélina, pardon, et vous avez ensuite voulu ou accepté de devenir membre de ce conseil d'administration aussi. Alors, est-ce que c'est un peu là aussi pour rendre ce que vous aviez reçu? C'est l'idée de la transmission, de la continuité qui vous anime dans tout ça? Oui, je suis devenue membre du Fonds Gratien-Gélina après avoir reçu la prime. Oui, je pense que ça m'intéressait. J'étais aussi très intéressée de rencontrer ces gens-là, des gens d'affaires plus qu'amis des arts et grands connaisseurs également, de travailler de concert avec eux. Je trouvais que c'était énorme le boulot qu'ils abattaient. Ceci dit, je pense que c'est un autre conseiller d'administration qui est en pleine réflexion à l'heure où on se parle. Et justement, en fait, c'est la pensée qui avance, c'est-à-dire qu'au moment où il a été créé, c'était vraiment pour assurer la présence des auteurs de la relève sur les scènes. Là, moi, je suis d'accord que le mouvement continue, mais je pense que mes priorités sont un peu ailleurs. Mais bon. Je n'annonce pas de démission, ni d'essayer de faire un détournement de mission. Mais oui, ça m'intéressait. Je me trouvais très privilégiée d'avoir reçu en début de parcours cette aide. Et c'est, je dirais aussi, c'est rare. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'abnégation, en fait. Je pense que quand on s'implique comme bénévole, peu importe, là, c'est sur des conseils d'administration, c'est qu'on veut y apprendre quelque chose. Puis pour ce qui est du Fonds Gratien-Gélina, je trouve qu'il y a un enrichissement intellectuel à aller chercher là. C'est vraiment je trouve que c'est des bonnes têtes qui sont autour de la table. Et c'est des gens aussi que j'aurais peu l'occasion de fréquenter dans mon quotidien. Donc, il y a là un échange, une communication qui est pas nécessairement, qui me serait pas naturelle, qui me serait pas donnée. Je pense qu'eux aussi apprécient la présence d'artistes sur le conseil d'administration. Et puis, ça nous permet, intellectuellement, c'est intéressant, ça nous permet vraiment, vraiment de regarder l'objet, la question qui est sur la table avec toutes les lunettes possibles. Et l'objet, c'est toujours le théâtre. C'est l'intérêt commun que vous partagez. C'est toujours le théâtre et c'est toujours le théâtre porté à la scène. Et ça, c'est fondamental parce que, bon, des feuilles et des feuilles et des feuilles de théâtre, même si pour l'auteur, dans son parcours, les pièces de tiroir sont essentielles, les pièces de passage, c'est moins péjoratif, sont essentielles, le rêve ultime est là où il existe. C'est quand le texte, c'est quand il trouve le chemin de la scène. Ça, c'est au cœur des préoccupations du Fonds Gratien-Gélina. Vous avez déjà reçu une partie d'une bourse prestigieuse obtenue par Carole Fréchette. Vous parliez un peu plus tôt de cette génération d'auteurs, et c'est pas lié à l'âge forcément, là, de ces parcours, de ces auteurs qui vous manquent un peu, que vous aimeriez voir plus présents dans l'entourage du CEAD ou des jeunes auteurs comme vous. Ça, c'est un autre cas où vous avez reçu de quelqu'un de plus installé dans le métier un gage, un relais, là, une forme très concrète d'appréciation. Oui, la nomination, en fait, c'est le titre du prix. En fait, mon titre à moi, quand Mme Fréchette a reçu le prix, elle m'a choisi comme protégée et du prix Siminovitch. Et en fait, ça a été ça a été une grande surprise parce que je ne connaissais pas Carole Fréchette. Je l'avais jamais rencontrée vraiment. Et passer l'aide financière que ce prix-là m'apportait, dès lors, j'ai été extrêmement touchée. Je peux juste prendre une seconde pour expliquer parce que c'est quelque chose qui était peu présent à l'époque. Maintenant, on en parle plus au Québec. Mais en fait, M. Siminovitch, Lou Siminovitch, est un grand scientifique. Et quand le commanditaire a demandé, lui a proposé de créer un prix, d'une part, il a dit ça porte également le nom de ma femme parce que sa femme écrivait du théâtre, mais plus amateur pour les universités et tout ça. Et c'est lui qui a imposé le fait qu'il y ait un mentorat. Parce que lui était un grand scientifique, mais qui a enseigné pendant toute sa carrière. Et il disait c'est aussi important, la transmission. Et je pense que c'est une idée qu'on a. Bon, d'une part, en revenant à Montréal, Carole et moi, on faisait découvrir à tout le Québec ce prix-là. Maintenant, c'est la frénésie pour les dépôts de candidature, mais à l'époque, il n'était pas du tout.
il n'était pas du tout connu. Et le principe de mentorat a beaucoup surpris, mais beaucoup impressionné positivement, je dirais. Et bon, concrètement, je dirais qu'il y a une amitié artistique maintenant entre Carole Fréchette et moi. Si j'ai un pépin ou un conseil, c'est vrai que des fois, c'est à elle en premier lieu que je lui écris. Et et elle me répond souvent en signant ta marraine. Mais on n'intervient pas du tout dans l'écriture de l'autre. On n'est pas devenus des grandes amies au sens où il y a un respect mutuel, mais il y a une conscience aussi de se dire, ah, tiens, il y a un auteur à Montréal, pour tel genre de questions, je peux m'adresser à elle. Et ben, c'est extrêmement précieux. Et je dirais que plus largement aussi, quand les auteurs sont présents aux activités du CEAD, spontanément, ce genre de lien-là se crée ou se réactive quand ça faisait longtemps que les gens ne s'étaient pas vus. J'ai juste en tête, le mois dernier, je crois, il y a eu une soirée au Théâtre d'Aujourd'hui parce qu'il y avait le lancement de la revue Jeux consacrée à l'écriture dramatique. Il y avait également l'annonce du prix de la prime à la création et de la programmation de la semaine de la dramaturgie. Gros programme, beaucoup d'auteurs impliqués, donc beaucoup d'auteurs sur place. Et il y avait une excitation, mais que je trouvais absolument merveilleuse. Et c'est drôle parce que c'est un métier tellement solitaire, mais quand on a la chance de se rencontrer, même comme ça, même rapidement, même autour d'un verre, on parle pas nécessairement de nos amours et de nos enfants. Je vois que les gens sont contents de se poser des questions, de dire « Ah, j'ai vu ça, tout ça », et puis pas juste demander des conseils, mais de partager l'expérience de la vie d'écrivain. Et ben voilà. Ça se fait peut-être plus spontanément avec les auteurs de notre génération, mais c'est très, très précieux quand ça peut s'élargir également. Donc, c'est un peu une famille ou un clan qu'on peut trouver en participant aux activités du CEAD. Il y a cet aspect-là aussi de briser un peu l'isolement d'un travail, au fond, essentiellement solitaire, qui est celui de l'écriture? Oui, c'est briser la solitude, oui. Et il y a quelque chose qui est très, très important quand on est confronté, quand on est dans notre bureau, là, c'est pas un show son et lumière, hein, c'est extrêmement banal. Et moi, ça m'arrive souvent de me poser la question, surtout que je m'habille toujours comme une sportive quand j'écris, mais pas toujours de façon élégante. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, le mardi après-midi dans mon bureau enfumé, mais pour qui je me prends? Et parfois, en tout cas, pour moi, la confiance de dire, mais quel culot, je suis auteur dramatique, mais je me prends pour qui? Et c'est vrai que c'est un métier qui est vraiment presque intangible. Et quand on n'écrit pas, si ça bloque, est-ce qu'on est quand même auteur dramatique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous prouve à nous-mêmes? Et je pense que de pouvoir fréquenter la structure du CEAD, mais surtout l'accès aux autres membres, aux autres artistes du théâtre auxquels elle nous donne accès, ça permet en fait, ça permet quelquefois de reconsolider cette confiance-là. C'est-à-dire que c'est sûr que dans les yeux des conseillers dramaturgiques, dans les yeux de Daniel Gauthier, quand on lui pose la question, pour lui, ça existe, des auteurs dramatiques. Donc, déjà, que ça existe, que ça soit respecté, que ça soit tenu pour important, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement précieux. Parce que en fait, je pense que c'est toujours c'est une écriture très particulière parce qu'elle n'est pas complètement autonome. Elle est autonome au sens où l'auteur est seul pour mettre l'univers au monde, pour vraiment, vraiment inventer, ou peu importe le registre d'écriture, il s'agit toujours d'un geste d'invention, mais en même temps, il est extrêmement dépendant j'allais dire un producteur, mais oui, c'est-à-dire d'une structure possible pour le mettre en scène, peu importe la structure, pour que le texte devienne passage. Et ça, c'est toujours un déchirement entre se dire, est-ce que je vais au bout de mon rêve? Puis ensuite, ils me diront, c'est pas montable, mais bon, c'est pas très grave. Ou, des fois, je pense que la confiance peut faire en sorte que le geste d'écriture se ramollisse en se disant, non, 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 j'écrirai pas ça, je vais être monté, je vais être monté, je vais être monté. Alors Geneviève, vous dites que c'est un acte d'écriture qui est assez différent de celui d'une romancière ou d'un écrivain, mais finalement, est-ce que vous avez vraiment besoin de conseiller en dramaturgie pour vous dire d'où vient et jusqu'où doit se rendre votre projet d'écriture? Pour ma part,
La présence, le regard d'un conseiller dramaturgique est essentiel. Je le disais tout à l'heure, mais oui, c'est une écriture qui est autonome au sens d'un vrai geste de création, mais dépendante aussi du désir des autres pour la porter à la scène. Et pour préserver la confiance, en tout cas pour ma part, ce regard-là m'aide à justement ne pas essayer d'anticiper la forme, mais vraiment de développer ma propre théâtralité, de travailler avec les particularités. C'est une confiance qui peut se perdre parce que justement, on est dépendant du désir des autres pour exister, en fait, comme auteur dramatique sur les scènes. Et je pense qu'à un moment donné, les auteurs, on a besoin de communiquer et on n'a pas envie d'être isolé, puis on n'a pas envie d'écrire que sur papier, que la parole ne soit jamais entendue. Et pour être sûre, moi, en tout cas, moi, j'ai deux trucs. C'est que quand j'aurai le réflexe d'assagir ma façon d'écrire, si le texte est assez avancé, je vais le faire lire à un conseiller dramaturgique du CEAD, ou sinon, je vais lire des grands auteurs qui, eux, se sont jamais assagis. C'est mes deux garde-fous. Mais donc, vous n'êtes pas de l'école de l'écrivain inspiré qui travaille tout seul chez lui et qui sort avec une pièce ou une œuvre complètement finie. Là, vous n'y croyez pas à ce modèle-là un peu romantique? Oui, c'est possible. Ben oui, moi, j'y crois. Je crois que il y a beaucoup, beaucoup de travail qui doit se faire de la part de l'écrivain. Hein. C'est pas au conseiller dramaturgique à faire naître la pièce, c'est à l'écrivain. Mais je pense qu'à un certain moment, c'est bon de prendre du recul. Et il y a aussi que comme c'est destiné à être joué, il y a des trucs qui sont plus difficilement vérifiables dans notre bureau tout seul. Mais ceci dit, oui, moi, avant d'avoir besoin de comédiens pour éprouver la matière, j'ai avant tout besoin du conseiller dramaturgique pour être sûr que les solutions ne seront pas des solutions, je dirais, mettre des plasters. C'est-à-dire que des fois, des écueils dans un texte, des grandes difficultés qui peuvent apparaître des faiblesses quand on est toujours en cours d'écriture, je ne parle pas de la veille de la première, là, mais toujours en recherche, c'est peut-être les entrées du nouveau chemin que comporte la pièce et qui nous permettra d'arriver à la suivante et la suivante. Donc, je préfère, moi, travailler le plus longtemps possible avec l'idéal qui est sur papier, parce que c'est sûr que quand des sous et d'autres êtres humains sont impliqués, on ne peut plus rêver de tout. Si je vous demande de faire l'exercice absolument imaginaire, de vous projeter dans 10 ans, imaginez que vous êtes devenu président du CEAD, qu'est-ce que c'est à ce moment-là comme organisme? Je dirais un organisme le plus ouvert possible sur le monde, pas seulement pour sa diffusion, mais également pour les gens qu'il va accueillir, tous les artistes, les auteurs qu'il va pouvoir faire découvrir à ses membres auteurs, mais également au théâtre québécois, puis également un organisme où tous les auteurs québécois ont le plaisir ont envie de l'investir, ont envie de s'en servir pour marquer leur présence comme auteur, c'est-à-dire que leurs textes existeront, et ça, le CEAD est bien organisé pour faire en sorte qu'ils existent, mais aussi qu'ils s'en servent pour, oui, c'est ça, pour partager leur parcours d'écrivain avec les autres, pour que ce soit un lieu d'ébullition, je dirais, mais vraiment d'ébullition. Merci beaucoup, Geneviève Millette. Merci à vous.